Cette approche du libéralisme est une tradition plus récente née au XXe siècle, qui cherche à en donner une justification scientifique, reposant sur la théorie de l'équilibre général proposée à la fin du XIXe siècle, qui tente de démontrer que la rationalité des acteurs, grâce à la coordination supposée parfaite de leurs actions par le seul biais du marché, conduit à la meilleure des situations possibles. Léon Walras, dans ses éléments d'économie politique pure, 1874, tentera ainsi de démontrer que la flexibilité des prix, associée à celle des quantités offertes et demandées, conduit nécessairement à un équilibre général. Alors que Walras pensait ainsi avoir montré la possibilité d'un tel équilibre, Vilfredo Pareto cherchera à établir qu'un tel équilibre est optimal, au sens où il n'est pas possible d'augmenter l'utilité d'un individu sans dégrader celle d'au moins un autre individu. On parle des et optimalité, au sens de Pareto. L'étude de l'équilibre général a été reprise par Kenneth Arrow et Gérard Debreu qui établiront de façon rigoureuse les conditions d'existence et de stabilité de cet équilibre, parmi lesquelles l'atomicité des agents, aucun d'entre eux n'est assez important pour influencer le marché par son seul comportement. Ceci suppose non seulement un nombre élevé d'offreurs ou de demandeurs, mais surtout l'absence parmi eux d'un « gros » agent capable d'agir sur le marché. La rationalité des agents, chacun d'entre eux est caractérisé par une « fonction de satisfaction » qui exprime sa satisfaction en fonction des quantités de chaque bien qu'il possède, et son comportement se résume à chercher à maximiser cette fonction. L'homogénéité du produit. Seul le prix permet de distinguer les produits qui ont tous des caractéristiques identiques. La transparence du marché. Tous les prix sont connus de tous, ainsi que toutes les quantités disponibles. L'information est supposée parfaite. La libre entrée sur le marché, seul le prix décide les agents à entrer sur le marché et aucune autre barrière juridique, brevet, technique, savoir-faire ou économique, capitaux, ne s'y oppose. La mobilité des facteurs, en fonction du prix qui rémunère chaque facteur, les agents peuvent réorienter leurs capitaux ou leur travail vers les secteurs ou les activités les plus rémunérateurs. Ayant ainsi démontré que le libre jeu des acteurs économiques conduit à une situation d'optimum économique, certains auteurs en déduisent le précepte libéral que l'État ne doit pas intervenir dans le fonctionnement du marché, sous peine de dégrader la situation globale. Mais en général les économistes conscients que ces conditions ne sont pas remplies automatiquement sont en faveur de lois sur la concurrence afin de se rapprocher de conditions qu'ils conçoivent un peu comme des guides théoriques. Cette justification du libéralisme est radicalement différente de la position classique. D'une part, elle s'appuie sur deux notions étrangères au classique, celle d'équilibre et celle d'optimum, et repose sur des hypothèses que les classiques considèrent comme sans rapport avec la réalité. D'autre part, elle ne justifie le libéralisme que par ses conséquences et non par l'application de principes philosophiques généraux applicables à toutes les activités humaines, comme le fait le libéralisme classique. Il en résulte que, contrairement aux libéraux classiques,
les libéraux néoclassiques sont disposés à admettre certaines interventions de l'État, tout en différant sur leurs limites exactes. La théorie de l'équilibre général n'est pas spécifiquement libérale. Certains auteurs socialistes dans la lignée d'Oscar Lange ont proposé que l'État l'utilise pour calculer et imposer l'équilibre. D'autres, avec Maurice Allais, soutiennent que l'État doit intervenir pour imposer les conditions de formation de l'équilibre. Histoire. Article détaillé. Histoire du libéralisme économique classique. Révolution française. Convoqué pour le 1er mai 1789 afin de régler la crise financière du royaume, les États généraux introduisirent en France la démocratie et le vote par tête. Contrôlant les foules parisiennes et constituant l'écrasante majorité des députés du tiers-État, la bourgeoisie prend assez facilement le pouvoir. Après avoir aboli les privilèges féodaux, nuit du 4 août 1789, l'Assemblée imposa à la France une première forme de concurrence, la libre entreprise sans droit d'association, grâce au décret d'Allard, 2 et 17 mars 1791, et à la loi Le Chapelier, 14 juin 1791, qui interdisait monopole, coalition, grève et corporation. Les concepteurs de cette politique n'ignoraient pas qu'il violait le droit de libre association, mais ils savaient par expérience qu'on ne peut pas permettre aux producteurs, patrons comme salariés, de s'organiser. Sans prendre le risque qu'il tourne cette organisation vers la recherche de privilèges acquis par la violence aux dépens des autres, privilèges de monopole et subventions, et interdictions faites aux autres de travailler. L'instabilité révolutionnaire rendait ces institutions bien précaires, mais étant donné qu'il est possible aux producteurs de s'organiser contre le droit d'autrui, et que l'interdiction qui leur en était faite violait certains principes révolutionnaires, on peut douter qu'elle eusse pu perdurer très longtemps. Le XIXe siècle, un siècle libéral. Entre 1850 et 1873, les échanges internationaux ont été presque multipliés par 3 en valeur. Royaume-Uni. Relayés par les industriels, sans doute plus soucieux encore de leur profit que ne l'étaient les économistes, la critique de la législation établie permit l'abrogation de nombreuses lois. En 1825, l'abrogation du Bubble Act, permet la création d'entreprises importantes sans l'aval du Parlement. En 1834, les poor laws sont abolis et les pauvres sont dès lors contraints au travail. Le marché du travail est établi. En 1839, des industriels de Manchester fondent sous la conduite de Richard Cobden l'Anti-Corn Law League, aussi appelée Comité de Manchester, afin d'obtenir du Parlement abrogation des Corn Laws. À la suite d'un débat parlementaire mouvementé entre défenseurs et opposants aux lois, le Premier ministre Robert Peel, à l'origine hostile au projet, craint une révolution sociale car la Ligue anti-Corn Law a de plus en plus de pouvoir.
Ainsi les Corn-Laws sont abrogés en 1846. Le Royaume-Uni, pourtant certain que les autres puissances ne la suivront pas, devient la première nation libre. Échangiste de l'histoire. En 1856, le Parlement achève de libéraliser l'économie en renonçant à contrôler la création des sociétés par actions, Joint Stock Company Act. Union douanière allemande et protectionnisme libéral. Pendant ce temps, la Prusse tente de créer une union douanière en Allemagne. En 1833, les négociations, inspirées en partie par l'économiste Friedrich List, aboutissent à un premier accord entre la Prusse, la Bavière, la Saxe, le Wurtemberg, l'électorat de Hesse et le Grand-Duché de Hesse. Le Zollverein prend effet au 1er janvier 1834 et s'élargit progressivement à la plupart des États allemands. C'est le premier modèle du genre, et en tant que préalable à l'intégration politique, il inspira la CEE. Période libérale du Second Empire. Influencé par le comte de Saint-Simon, des diplômés des grandes écoles comme Michel Chevalier, Polytechnique, se sensibilisent aux idées libérales. Ce dernier devient l'un des principaux conseillers de Napoléon III et négocie avec le Britannique Richard Cobden le premier accord de libre-échange. Le traité Cobden-Chevalier est signé en janvier 1860 alors que les industriels français crient au complot. Des taxes subsistent mais elles sont substantiellement réduite, de près de 50% dans un premier temps, et les deux pays s'accordent la clause de la nation la plus favorisée, qui stipule que tout avantage concédé par l'un des deux signataires à un pays tiers profite automatiquement à l'autre. Des traités similaires sont bientôt signés avec et entre la Belgique, le Zollverein, l'Italie et l'Autriche. En 1880, les droits de douane entre la France et le Royaume-Uni ne sont qu'à 10%. Napoléon III entreprend de faciliter la circulation de la monnaie. L'Union monétaire latine est instituée en 1865. Le franc germinal devient dorénavant la monnaie de la France, de la Belgique, de la Suisse, de l'Italie, de la Grèce et de la Bulgarie. L'Empire accorde aussi le droit de grève en 1864 et autorise la création sans entrave de sociétés anonymes en 1867. Libéralisme économique en pratique. Fondement. Le libéralisme économique, classique ou néoclassique, ne peut exister que dans un cadre institutionnel qui garantisse certains droits, tout d'abord le respect de l'état de droit, dans son acception de rule of law, comme l'a en particulier souligné Friedrich Hayek. De même, car Popé reprochait à Mikhaïl Gorbatchev avoir mis en place la bourse de Moscou avant avoir assuré les institutions garantissant l'état de droit 11. En outre, le respect tout particulier du droit de propriété est l'une des composantes essentielles de ce cadre, comme le notait Milton Friedman dans ses mémoires, le droit de propriété est le plus basique des droits humains et un fondement essentiel de tous les autres droits. 12. La liberté contractuelle s'impose par ailleurs comme un troisième fondement majeur, avec l'assurance de la mise en œuvre du contrat par le système judiciaire en cas de manquement.
Enfin, la liberté des prix a été fortement mise en avant comme fondement essentiel, particulièrement par des auteurs de l'école autrichienne d'économie. Ludwig von Mises insiste sur l'importance des prix comme moyen de coordination des actions individuelles, tandis que Friedrich Hayek souligne pour sa part l'importance des prix pour assurer la communication de l'information détenue par des millions d'individus. Jacques Rueff faisait pour sa part d'un système de prix libre la condition caractéristique d'une économie libérale. Dès lors, un État ne respectant pas ses fondamentaux ne peut pas être qualifié de libéral, et encore moins des ultralibéral. C'est ce que souligne le journal britannique The Economist dans son numéro Don't Mess with Russia du 16 décembre 2006 à propos de la Russie post-communiste. Positionnement politique. Le libéralisme économique n'a pas spécifiquement vocation à être de droite ou de gauche. En témoignent les réformes de libéralisation de l'économie entreprises depuis 30 ans par des gouvernements classés aussi bien à droite, Royaume-Uni, États-Unis, Espagne, qu'à gauche, Suède 13, Canada, Allemagne, Italie 14. En France, des personnalités et des partis politiques se réclament de gauche ou du centre tout en se réclamant du libéralisme économique. L'économiste Christian Schmitt 18 dans un article intitulé « L'économie résiste aux étiquettes politiques » écrit que « l'assimilation hâtive de la droite au libéralisme et de la gauche au socialisme ne résiste pas longtemps à la réflexion ». Par ailleurs, Frédéric Bastiat, économiste libéral français du XIXe siècle et député, siégeait à gauche à l'Assemblée nationale législative et votait tantôt avec la gauche, tantôt avec la droite 19. Enfin, les mesures de libéralisation néo-zélandaises considérées par Mario Vargas Llosa comme plus radicales que celles de Margaret Thatcher, ont été menées en 1984 par le gouvernement travailliste. Dans un ouvrage paru en 2007, deux économistes italiens, Francesco Giavazzi et Alberto Alesina, soutiennent qu'une forte réglementation, la protection des statuts, un secteur public très développé, ne bénéficie pas aux plus pauvres mais aux plus connectés. Par exemple, les marchés du travail en Italie, en Espagne et en France marqués par une forte dualité entre ceux qui sont en place et ceux qui voudraient entrer ont tendance à cantonner ces derniers dans des emplois précaires, cf. Théorie des insider-outsiders. De même, ils sont très critiques envers les universités de ces pays qui, sous couvert d'égalitarisme, pénaliseraient la plupart des étudiants à l'exception des plus riches qui peuvent les contourner. Pour ces auteurs, les réformes pro-marché n'impliquent pas d'échanger plus d'efficacité contre moins de justice mais, au contraire, réduisent les privilèges. C'est en ce sens que les intellectuels de gauche considèrent que ce sont des concepts séduisants. Mais encore faut-il rappeler que la volonté de réduire les privilèges n'est pas une idée exclusivement de gauche. Controverse sur le libéralisme économique. Article détaillé. Critique du libéralisme économique. Nature et origine des différends.
Les points de controverse sur le libéralisme économique sont d'origine et de nature diverses et ne forment pas un ensemble homogène. Les plus courantes sont de nature empirique. Elles identifient des situations jugées insatisfaisantes, les imputent à la mise en application de politiques économiques libérales et posent en principe que l'État peut et doit les corriger. Un deuxième ensemble résulte d'opposition au libéralisme en tant que théorie d'organisation du système économique. Elle s'adresse généralement aux hypothèses de la théorie néoclassique, considérée, à tort, comme le fondement du libéralisme économique. Controverse sur les conséquences. Le libéralisme prône une action minimale, voire nulle, des pouvoirs publics dans la sphère économique. Que surgisse un problème économique ou social, et il se voit reprocher son attitude passive et peu volontariste, son indifférence envers ceux qui subissent des problèmes économiques, et un encouragement à l'égoïsme. Pour ces détracteurs, l'action de l'État est nécessaire pour organiser la solidarité. Les défenseurs du libéralisme considèrent que compter sur l'État pour corriger ces situations, c'est lui prêter une bienveillance, les connaissances et les capacités qu'il n'a pas. Son action semble souvent inefficace, voire porteuse d'effets pervers. L'omniprésence de l'État découragerait plutôt ses initiatives spontanées et tendrait à répandre l'égoïsme, alors que les instincts sociaux de l'être humain sont suffisamment forts pour qu'ils mettent spontanément en œuvre des solutions sans devoir y être contraints. L'action. Volontaire, dans un cadre associatif, mutuel, ONG, etc. est jugée plus efficace, et pour les libéraux classiques, est la seule légitime. Ainsi, Yves Guyot d'écrire « La solidarité obligatoire, par mesure coercitive, est une régression morale. Elle aboutit à remplacer le sentiment de la solidarité par deux autres sentiments, celui de la spoliation pour ceux qui veulent profiter du bien des autres, celui de la révolte et de la dissimulation pour ceux qui sont menacés d'être dépouillés. » Impact sur l'emploi. Le libéralisme économique se traduit sur le marché du travail par une plus grande flexibilité des ressources humaines et donc, pour certains, par la précarité. La position libérale en la matière est que l'entrepreneur est plus enclin à embaucher du personnel en phase de croissance de son activité, que cette souplesse permet aux entrepreneurs de répondre plus facilement aux demandes du marché, ce qui serait bénéfique pour l'activité économique en général et donc pour les travailleurs, créerait ainsi un cercle vertueux, ces derniers étant alors dans une situation qui est de mobilité plutôt que de précarité. En pratique, de nombreux libéraux proposent une suppression du SMIC, car il est un frein à l'embauche, et souhaitent aussi aborder la question de la suppression de jours fériés. Alberto Alesina ajoute dans Il Liberismo et Di Sinistra, 2007, que les réformes pro-marché n'impliquent pas d'échanger plus d'efficacité contre moins de justice sociale. Bien au contraire, et c'est en ce sens qu'elles sont de gauche, elles réduisent les privilèges. Répartition de la richesse créée. Le libéralisme économique est favorable aux propriétaires de capitaux et défavorable à la classe laborieuse, au sein des nations, entre classes sociales,
et entre nations. En effet, les plus riches auraient les moyens d'investir dans un enrichissement futur, alors que les plus pauvres n'auraient pas ces moyens. Il en résulterait un accroissement des écarts de richesse entre les classes riches et les classes les plus pauvres et souvent une paupérisation plus importante des classes les plus démunies. Ce raisonnement est en pratique plus une critique du capitalisme que du libéralisme, que l'on confond souvent, ce premier accompagnant quasi systématiquement ce dernier. En 2005, la comparaison entre pays riches des taux de pauvreté, utilisant comme seuil de pauvreté 50% du revenu médian, place les pays les plus libéraux à des taux relativement élevés, États-Unis à 17%, Australie à 14,3%, Royaume-Uni à 12,5%, tandis que les pays sociodémocrates, mais disposant d'un indice de liberté économique élevé ont les taux les plus faibles. Finlande à 5,4%, Suède à 6,5%, Norvège à 6,4%, le niveau des pays gérés par un État-providence étant intermédiaire, Belgique et France à 8%, 26%. Le critère retenu doit cependant être pris avec précaution, puisque, ceteris paribus, un revenu médian plus élevé, sans changer les revenus sous la médiane, élèvera le taux de pauvreté. En effet, les revenus médians dans un pays comme les États-Unis sont sensiblement supérieurs au niveau français. De manière absolue, les chiffres de la pauvreté aux États-Unis selon le US Census Bureau sont régulièrement estimés à des niveaux compris entre 12 et 14% depuis le début des années 2000 est donc comparable au niveau de la France, alors que l'OCDE l'estime aux alentours de 17%. Les réponses libérales sont la plus grande liberté économique entraîne la plus grande production de richesse, et l'intervention étatique la réduit. Pour prendre l'actualité récente, les exemples des pays émergents, y compris des plus importants en population tels que la Chine, l'Inde et le Brésil, ont montré que le développement du PIB est favorisé par l'introduction de mesures de libéralisation des initiatives privées. Cela étant, ces pays exercent un contrôle rigoureux sur les réformes introduites afin que celles-ci ne perturbent pas l'économie locale. Sur le plan empirique, l'observation montrerait que la liberté économique améliore aussi la situation des plus démunis, même si c'est dans une proportion moindre que celle des plus favorisés. Les libéraux considèrent que la croissance économique permet d'améliorer la situation de tous, y compris des plus pauvres, ce qu'ils résument par l'expression « A rising tide lifts all boats », la marée montante soulève tous les bateaux. L'interventionnisme social serait finalement contre-productif même pour les plus pauvres. Les libéraux renvoient au exemple russe, indien ou chinois, où la répartition, selon eux, était au départ encore plus injuste, et où le progrès économique est plus rapide depuis la libéralisation. Sur le plan théorique,
Aucun système politique ne peut dicter à chacun la bonne façon de vivre sa vie. Si certaines inégalités sont à combattre, d'autres sont le fruit de trajectoires de vie différentes dont la responsabilité resterait individuelle. Enfin, la répartition peut être une conséquence du ruissellement de la richesse, ce qui est réfuté par les économistes. Optimalité des comportements économiques et modifier le code. Dans de nombreux cas, on ne prend pas l'initiative d'une action qui serait pourtant bénéfique pour tous, celui qui l'entreprend est la collectivité. Au niveau macroéconomique, l'économie peut se trouver dans un état insatisfaisant, fort chômage, faible production et faible capitalisation, alors qu'un état bien meilleur pourrait exister, emploi plus abondant, production plus forte et gains pour les capitalistes. Les libéraux pensent que c'est le rôle fondamental de l'entrepreneur d'agir pour corriger de telles situations, et que ces actions doivent toujours être exposées à la concurrence, même si cet entrepreneur agit au nom d'une collectivité voire de l'État. Défaillance de marché. Le marché n'alloue cependant pas toujours de façon optimale les ressources. On parle alors de défaillance du marché. Un exemple souvent cité est le financement de la recherche fondamentale, qui implique des investissements à très long terme, risqués et qui répond souvent à une question différente de celle qui était posée initialement. Cela justifierait une intervention de l'État pour corriger ces défaillances et rétablir l'optimalité. Les libéraux utilitaristes, souvent adeptes de l'école néoclassique, admettent cette critique et acceptent que de telles interventions existent, mais sous forme de correction à l'action du marché et sans remettre fondamentalement celui-ci en cause. Les libéraux plus essentialistes, souvent adeptes de l'école autrichienne, objectent qu'il est impossible de définir une allocation optimale des ressources autrement qu'en laissant justement fonctionner librement le marché. À leurs yeux, la notion d'allocation optimale est une opinion subjective qui varie d'individu à individu et n'a pas de contenu objectif, ce qui enlève toute signification à la notion de défaillance du marché. Service public. Le libéralisme économique est accusé d'utiliser une mesure uniquement financière de leur utilité ou des bénéfices escomptés et d'ignorer les problématiques sociales ou d'aménagement du territoire par exemple. Le constat de non-rentabilité d'un service public justifierait ainsi pour les libéraux son abandon ou son transfert au privé par un processus de privatisation. Les libéraux avancent les arguments suivants. Ces services sont financièrement rentables ou ne le sont pas. S'ils ne le sont pas, leur disparition est un bien qui permettra de réallouer les ressources, gaspillées, à d'autres usages plus utiles. Si ces services sont rentables, il s'agit dans ce cas d'ouvrir ces secteurs à la concurrence afin de les rendre aussi efficaces que possible. Quant à savoir ce qui est utile, le libéralisme économique avance que c'est essentiellement à travers ce que les gens sont prêts à payer que l'on définit l'utilité d'un service. Critique altermondialiste. Le libéralisme économique est vivement dénoncé par les altermondialistes,
qui voit dans sa progression due à la mondialisation un danger de confiscation progressive des richesses par une classe dominante qui contrôlerait progressivement l'économie mondiale. Selon eux, l'abandon progressif des pouvoirs des États démocratiques au marché financier et aux multinationales, associé aux dérégulations de nombreux secteurs économiques ainsi que la montée en puissance des acteurs privés dans la gestion des biens publics à l'échelle mondiale, entraînerait une destruction des ressources naturelles et une négation de l'être humain qui agirait plus comme Homo economicus que comme Homo sociologicus. À leurs yeux, cette évolution réalisée sans et même souvent contre les volontés politiques et surtout populaires est un mal à combattre. Limite de la critique altermondialiste. Au contraire, pour les libéraux, cette évolution résulte de la synthèse des actions spontanées de tous les acteurs, chacun prenant en compte son intérêt réel et ses préférences, qui peuvent être, effectivement, très différentes, sans être soumis à la contrainte des gouvernements. Pour ces libéraux, c'est au contraire l'opposition des politiques qui est illégitime. On peut encore relever que contrairement aux préjugés répandus, la théorie libérale, à travers l'école autrichienne, est très critique de la notion d'homo economicus. Hétérogénéité des fondements théoriques. Selon Jacques Sapir, les trois écoles, celle de Léon Walras et de Vilfredo Pareto, celle de Ludwig von Mises et Friedrich Hayek et celle de Joseph Schumpeter, qui soutiennent le libéralisme économique proposent des cadres incompatibles et irréconciliables. 28. Débat sur les hypothèses néoclassiques. Un deuxième type de controverse, généralement lancé par des économistes hétérodoxes, consiste à relever le caractère irréaliste des hypothèses qui fondent la théorie de l'équilibre général, et en déduire que les prescriptions libérales qui en découlent sont sans fondement. De plus, la notion d'optimum de Pareto est un simple critère d'efficacité et non de justice, une situation dans laquelle un seul individu posséderait tout peut être Pareto optimal. Ils reviennent alors au constat des défaillances du marché pour justifier que l'État intervienne pour les corriger. En réponse, les économistes libéraux néoclassiques admettent que si le marché est bien le moins mauvais des systèmes économiques, il y a besoin de régulation, police des marchés, loi contre les cartels ou les monopoles, loi organisant l'information du consommateur, etc. Au contraire, pour les économistes de l'école classico-autrichienne, la liberté individuelle est inaliénable et les critiques de l'équilibre général n'entament pas leur conviction libérale, car ils le considèrent comme une fiction sans rapport avec la réalité et ne fondent pas leur libéralisme sur des considérations utilitaristes, mais sur l'application à l'économie du principe général de liberté. Ils admettent que des régulations sont nécessaires, mais pensent qu'elles doivent être mises en œuvre de façon volontaire sans contrainte de l'État, par des entreprises soumises à la concurrence, comme les associations de consommateurs ou les guides touristiques et gastronomiques. La théorie de l'équilibre général est également critiquée sur le plan théorique du fait que le théorème de Sonnenschein réfute l'unicité du dit équilibre général. Le théorème de Sonnenschein, qui, pour être plus précis, est celui de Sonnenschein,
Mantel et Gérard Debreu montrent que les fonctions de demande et d'offre issues du modèle de l'équilibre général de Kenneth Arrow et Gérard Debreu peuvent avoir une forme quelconque, ce qui réfute le résultat de l'unicité et de la stabilité de l'équilibre général. Comme le résume un économiste, le théorème de Sonnenschein-Mantel-Debreu montre que l'équilibre général n'est en définitive qu'une construction vide et inutilisable. En considérant des hypothèses plus faibles et discutables en ce qui concerne leur pertinence, il est possible de se ramener à un équilibre à solution unique. Cette critique s'adresse plus aux économistes néoclassiques qu'au libéralisme. Ainsi, les économistes libéraux tenant de l'école classique et de l'école autrichienne ne se reconnaissent pas dans les postulats néoclassiques et, au contraire, s'y opposent. La critique de l'économisme. Certains reprochent aux économistes, et tout particulièrement aux économistes libéraux, une propension à considérer que tous les problèmes sociaux peuvent être traités uniquement à travers l'économie. L'économiste américain d'origine hongroise Karl Polanyi considérait que le désencastrement de l'économie par rapport au social durant la période 1830 à 1930 était la cause principale du développement des États totalitaires du XXe siècle. Polanyi critique ainsi le passage du primat du social sur l'économie à celui de l'économie sur le social. Or, aucun économiste, libéral ou non, n'a affirmé que les relations sociales se réduiraient à des relations économiques. Étudier les phénomènes économiques n'implique pas que les autres phénomènes n'existent pas plus que choisir d'étudier les insectes n'implique que l'on nie l'existence des autres animaux. Les libéraux de l'école autrichienne soutiennent eux aussi qu'il est impossible de distinguer une sphère économique d'une sphère sociale. En réalité, ceux qui parlent des économismes ne critiquent pas la théorie économique en tant que telle, mais une tendance à considérer que cette théorie est capable de résoudre des problèmes qui sont hors de son domaine. Ces critiques s'adressent notamment à des assertions économiques que certains considèrent comme des faits prouvés et d'autres comme de simples postulats.